Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un autre parcours inspirant de résiliente. Je m'appelle Anya Tsai, je suis coach en résilience, thérapeute, conférencière et auteure du livre L'or de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Esther. Bonjour Esther. Bonjour Anya, ça va? Oui, très bien et toi? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Voilà. Esther, c'est une cliente que j'ai accompagnée en coaching. Est-ce que Esther, tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr, je suis Esther Blesson. Comme je dis toujours, avant tout, je suis une femme qui est passionnée par le bien-être de la femme. Et aujourd'hui, au fait, j'accompagne les personnes qui sont dans leur processus de guérison et qui n'arrivent pas, qui ont des blocages au niveau de leur vie, que ce soit personnel, professionnel ou autre. Et on va dire mon expertise vraiment, c'est toutes les personnes aussi qui ont eu des abus physiques et psychologiques. Et aujourd'hui, je les accompagne avec mes programmes, je fais des ateliers en présentiel, en ligne. Et aussi, en parallèle, j'ai créé des tisanes pour le bien-être de la femme, tous les problèmes gynécologiques, fertilité. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que j'accompagne les femmes dans leur quotidien. Oui, et Esther, tout comme moi, on a quelque chose en commun, c'est qu'on a marché ce chemin-là de résilience. Et c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui, parce que tu as un parcours que je trouve super inspirant et je l'ai découvert à travers notre accompagnement. Le but aujourd'hui, si tu es OK, j'aimerais que tu partages un peu ton histoire et comment toi, tu as fait pour trouver tes clés de résilience. Qu'est-ce qui t'a aidé à avancer sur ce chemin? Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que la résilience, c'est un mot qui résonne pour toi? Est-ce que toi-même, tu te considères comme résiliente? Oui, je me considère comme résilience parce que par rapport à mon histoire, mon histoire au niveau des abus physiques et psychologiques, faut savoir que moi, j'ai eu des abus au niveau de l'inceste. C'était un membre de ma famille. Ça, c'était quand j'étais plus jeune. Et par la suite, quand j'étais adolescente, j'ai été victime de viol par un ami de mon petit ami, en fait. Voilà. Donc, en fait, dans ton parcours de vie, tu as vécu plusieurs situations de violence sexuelle, c'est ça? Donc, une dans ton enfance et une à l'âge adulte. Voilà, c'est ça. Est-ce que, dans ton cas, par exemple, la situation dans ton enfance, parce que ça arrive à beaucoup de personnes que j'accompagne, est-ce que tu as des souvenirs, des événements? Est-ce que tu avais l'amnésie traumatique? Est-ce que c'est quelque chose où tu as pu en parler? Est-ce que c'est OK pour toi de raconter? La particularité, c'était vraiment que j'ai eu, on va dire, une amnésie partielle traumatique, je veux dire comme ça, parce qu'il y a des côtés où je me souvenais c'était qui, mais il y avait en même temps, il y avait une grosse partie d'amnésie totale, en fait. Voilà. Donc toi, c'est une situation d'inceste, c'est ça? C'est familial? Voilà, familial et tout. OK. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as pu en parler dans ta famille ou est-ce que tu as gardé ça secret? Moi, j'ai gardé ça secret pendant longtemps parce que dans mon histoire aussi, j'étais livrée à moi-même depuis l'âge de 17 ans. C'est-à-dire ma famille m'a rejetée à l'âge de 17 ans et tout. Ah oui, donc tu as perdu ton soutien, tes repères aussi, alors c'est ça? En fait, on va dire, ce qui arrive souvent dans la communauté, j'ai dû migrer autre part, c'est-à-dire que ma famille, mon père et ma mère, j'étais plus chez eux. En fait, mon père ne voulait plus m'avoir chez lui, tout simplement. Du coup, j'ai pas eu du tout ce soutien-là. Ça veut dire que mon parcours de guérison, je l'ai fait toute seule, en fait. Oui, donc t'as pas pu compter sur le soutien de ta famille ou tes proches? Plutôt du rejet. Ah, du rejet. Voilà. Ah, ok. Et ça, comment tu l'as vécu, ce rejet-là? Est-ce que c'était... on va dire pendant longtemps, vraiment, c'était quelque chose que j'ai porté comme une douleur, dépression. Et d'ailleurs, même, comme je dis, j'ai même, à un moment donné, voulu même en tenter à ma vie, parce que j'avais le rejet de la famille, j'avais plus vraiment de ce cercle, je passais de maison en maison, et souvent, j'ai eu pas mal de rejets aussi. Et le truc, c'est que, on va dire, moi, c'était un cocktail, en fait. C'est entre quand j'ai connecté avec la foi et en même temps, mon parcours, c'est-à-dire, ça m'a renforcée. D'accord. Ça m'a renforcée. Malgré le rejet, etc., il y a... je ne sais pas d'où ça... Comme je dis, des fois, on a des forces comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont vraiment s'intérioriser par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais moi, j'ai toujours ce tempérament-là, c'est-à-dire que j'étais, comme je dis, mal, en dépression, mais j'étais plus en colère. C'était la team qui a subi des choses, mais j'avais la colère en moi. J'avais aucun soutien et c'est cette colère-là qui m'a vraiment conduit dans tout ce que je faisais, en fait. Voilà. Mais est-ce que dans ton cas, dans ton histoire, ta famille était au courant? L'inceste, ils savaient ou pas? En fait, sincèrement, c'est par la suite que j'ai su que quand mes parents ils ont divorcé, que c'était sorti sur la table. Ah, ok. Parce que moi, en fait, j'en avais parlé, par exemple, à ma sœur, à des personnes et tout ça, même ceux qui ne m'avaient pas cru et tout. Mais vraiment longtemps. Donc, tu t'es confrontée à ça, des gens qui ne te croyaient pas? Voilà, qui ne me croyaient pas.
Et comment tu as géré ça, le fait qu'on en fait, quand je me sentais encore plus rejetée, en fait. Okay. Ouais. C'est parce que c'est longtemps après que j'étais plus avec eux que j'en ai parlé. Et parce que même si je me rappelais pas de tout, mais je savais que de ce qui se passait en fin de compte. Oui, j'ai été confrontée aux personnes qui me croyaient pas, en fait. Voilà. Les personnes qui ne me croyaient pas. Après, par la suite, j'ai su des bruits de couloir, on va dire, des années après, que quand mes parents ils ont divorcé, que c'était sorti et que ça avait fait un peu des histoires. Mais après, toute la famille aujourd'hui a complètement oublié ça. Ah oui, donc ils ont mis sous le tapis, tu veux dire ? Sous le tapis, voilà. Donc c'est comme si ça n'existait pas, en fait, ce que tu as vécu. Voilà. C'est un mirage quelque part, en fait. Ok. Et c'est vrai que souvent, j'ai remarqué aussi, tu vois, dans des communautés, il y a ça, en fait. Cette réalité n'existe pas parce que vous ne voulez pas que ça se sache, en fait. Toi, tu as été confronté à ça aussi. C'est ça. Ça veut dire qu'en fin de compte, quelque part, même pendant des années, parce qu'il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais encore jeune adulte, en fait, 17 ans, tu es jeune adulte, en fait, tu te voyais comme le mouton noir, tu ne comprenais pas pourquoi les personnes te rejetaient, parce que quelque part, après, par la suite, moi, j'ai pu comprendre qu'ils préféraient garder ce noyau familial-là que la honte, en fait. Oui, en fait, ils préfèrent garder, on va dire, le noyau familial comme il est pour pas que ça l'impacte, ça le détruise. Et ce qui fait que du coup, c'est un choix qu'ils ont fait. Voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont choisi la communauté, ils ont choisi le collectif et pas de te soutenir toi. Voilà, c'est ça. Ça fait que pendant des années, voilà, j'ai trimballé ça. C'est-à-dire que 2011, c'est là que j'ai commencé à aller voir plus des spécialistes et tout ça. D'accord, donc tu as fait un chemin seul et c'est après vraiment que tu as commencé à faire… J'ai fait un chemin seul et tout. Mais vu que j'étais accompagnée, quand j'ai dit j'étais en couple avant, et en fait, compte, c'est quand je me suis séparée que là, c'est là que j'ai fait un vœu avec moi-même. En fait, c'est ça vraiment mon histoire. J'ai fait un vœu avec moi-même. C'est là que j'ai commencé à aller voir à l'extérieur comment me guérir, quoi, en fait. D'accord. Donc, pour rappeler, c'est des événements que tu avais vécu, l'inceste et les événements enfants, c'est ça, quand tu étais vraiment en France, jeune? Oui, j'avais 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans. Et puis après, j'ai entendu, tu as dit que tu as vécu aussi des violences sexuelles, mais à l'âge adulte, donc ça c'est… Adulte, c'est, on va dire, quand j'avais peut-être 18 ans, 19 ans, c'était… Comment tu as fait en fait toi pour avancer en ayant le sentiment d'être rejeté avec toute cette colère que tu portes? C'est quoi ton secret? Alors moi, franchement, mon secret, sincèrement, comme je dis toujours, c'est un cocktail en fait. Ça va être un cocktail de ma foi. Voilà, c'était vraiment la foi aussi. Et en fait, cette colère que j'avais, j'ai voulu vraiment la transformer autrement. J'avais une colère envers le monde, au fait, par rapport au… D'accord, c'est plus vers l'extérieur, vers l'extérieur, ok. Voilà. Et après, plus je montais en maturité, à un moment donné, j'ai eu la période aussi où j'étais en colère envers moi-même. Donc ça s'est retourné, voilà. Parce que je me suis dit, en fait, plus je me souvenais, parce qu'il faut savoir que comme j'avais eu l'amnésie traumatique, plus je me souvenais, plus j'étais en colère envers moi pour me dire, mais pourquoi t'as rien fait au fait? Pourquoi t'as pas dit? Donc tu te culpabilises toi-même et tu te flagelles, quoi. Voilà, je me flagelle et tout. Parce que je voyais en plus que l'extérieur, que les personnes à l'extérieur vivaient leur vie, les gens de ma famille. Ils vivaient très bien en fait. Ils vivaient très bien. La fameuse personne qui m'avait fait, moi je l'appelle le loup-garou, la fameuse personne qui m'avait fait l'inceste et tout, c'était le héros, parce que tout le monde l'adorait, voilà. Et tout, Donc lui, ça n'a pas du tout entaché son image. Pas du tout. C'est ça qui est en fait choquant, c'est que une famille entière reste dans le déni en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment propre à notre communauté. Moi, voilà, c'est pas le. C'est après par la suite que j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui ont ça et tout. Mais c'est vrai que quand tu as ça, quand tu es dans ton petit monde, tu penses qu'il n'y a que toi qui subis ça. Et en plus, à l'époque. À part, tu pouvais parler, mais je trouvais que les personnes, quand elles allaient même voir un spécialiste, ils connaissaient pas, ils savaient pas trop comment aborder ça, je trouvais. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, parce qu'en fait, au-delà du poids, tu vois, du trauma, des violences sexuelles et tout, et c'est un parcours de libération, de guérison qui prend du temps et c'est parfois, tu vois, laborieux. Mais en même temps, tu as aussi ce trauma d'être rejeté de ta propre famille et communauté. Donc, et ça, ça se rajoute. Parce que tu aurais eu du soutien, on va dire, de ta famille, tes proches, certainement que ton parcours aurait été plus simple. Est-ce que dans ton cas, toi, tu as porté plainte ou est-ce que tu as pu… en fait, non, je n'ai pas porté plainte, mais justement, je vais en venir à ça. C'est que moi, mon réveil traumatique total, comme je l'appelle, je l'ai eu vraiment tard.
D'accord. C'est-à-dire, je savais que j'avais eu l'inceste, Oui. je savais qui c'était, je D'accord. savais à quel moment vraiment ça se passait, Ok. voilà, mais j'avais pas vraiment de détails. Oui, donc C'est-à-dire, je savais c'était qui, je savais à quel endroit. Même là, quand je t'ai dit 10 ans, 11 ans, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai su. Hein. Parce Et que comment ça s'est passé d'ailleurs, le retour de c'est quand je suis partie mémoire sur la terre-mer, c'est-à-dire quand je suis partie dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est là que sur les terres de tes origines, c'est là que c'est remonté. Ouais, c'est remonté au fait. Je me suis reconnectée à mon histoire et tout. C'est-à-dire, au fait, en étant là-bas, je ne pourrais même pas expliquer comment. C'est comme ça que j'ai eu quand je suis revenue, j'ai eu les réveils traumatiques. Est-ce que c'est des flashs ou c'est sous quelle forme ça se prend? C'est quand même déroutant dans le sens que tu es quand même adulte. Oui. Tu as un réveil traumatique vraiment adulte, ça m'avait vraiment perturbée. C'est-à-dire, j'ai eu une période en 2022 quand j'ai eu mes réveils traumatiques où je suis rentrée dans une mini-dépression parce que j'avais des flashs tout le temps. D'accord, donc des images qui te revenaient, qui étaient là, incontrôlables. Incontrôlables, en fait. Donc ça remonte à pas si longtemps finalement, il y a 3 ans alors, c'est ça? T'imagines, j'ai eu ça quand j'avais 10, 11 ans. Et quand en 2022, voilà. C'est comme si là, tu as ouvert la boîte de Pandore et tout te revient comme ça à la mémoire, ça. tu te prends en pleine face. C'est-à-dire que ce soit l'inceste, que ce soit le viol, parce que le viol, par contre, j'avais complètement une amnésie totale. C'est-à-dire que je savais que j'avais été violée, mais je ne savais pas du tout dans quelles conditions réellement. Oui, il y a des pans de ta mémoire qui s'étaient effacés et là, tout est revenu. Voilà, pour la petite histoire. C'est que je pars en week-end avec... je commençais à refaire des connexions avec ma famille et tout ça, mais plutôt mes cousines et mes sœurs. Oui, parce que tu as la famille qui est restée au pays. Voilà. D'accord. Et même, je parle aussi de ma famille, qui est ma connexion aussi ici. On est parti en vacances, on est parti en week-end en fait. D'accord. Et là-bas, tout est sorti et du coup, il y a eu les personnes, mes cousines en fait, elles ont su que c'était quelqu'un de leur père en fait, voilà. Et comment ils ont accueilli la nouvelle? C'était très 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 difficile pour surtout une et tout, celle que j'étais proche à l'époque. Mais elles t'ont cru? Oui, en fait, elle le savait. En fait, apparemment, il y en a une qui m'a dit, elle le savait au fond d'elle. Ah, ok, mais voilà, sans douter et tout, parce qu'elle n'a pas compris, parce qu'en fait, comme dans beaucoup de nos communautés, la plus aînée, moi j'étais la plus aînée des filles, même que ce soit dans tous les sens. Du coup, j'étais la maman de toutes. Comme une petite maman, voilà, de mes cousines, de mes sœurs et tout. Et c'est fait que quand il y a eu cette rupture, quand mes parents m'ont dit, quand ils m'ont plus accepté chez moi et tout, chez eux, pardon, du coup, pour par exemple, ceux qui me considèrent comme leur petite maman et tout. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe? Et bien justement, on en a parlé et tout. Et là, tout était revenu. D'accord. La colère était revenue. Genre, franchement, je pourrais porter plainte et tout, parce que je sais que comment on dit ça? La prescription, c'est ça? La prescription, voilà. Il y a au moins 25 ans, je crois, il y avait... quand tu étais mineur au moment des faits, donc c'était ton cas, jusqu'au jour de tes 48 ans. Voilà, c'est ça. Et j'avais eu l'information. Je crois que c'était en te regardant ton live, une de tes vidéos ou quelqu'un d'autre et tout. Je sais plus. Et puis j'en parle aussi dans mon livre. Voilà. Mais c'est dans ton livre. C'est par rapport aussi à la date de naissance, etc. aussi, parce que si le crime a été prescrit avant le passage de la nouvelle loi, mais je crois que j'étais dans les dates et tout. Dates. Et du coup, j'étais en dualité. Et après, comme je dis, comme Dieu fait, l'univers fait les choses et tout. Quand j'ai passé ce week-end, quand il y a eu beaucoup de révélations, il y a une de ces filles qui est partie en larmes et tout, qui a pleuré énormément, du genre merci de n'avoir pas mis mon père en prison. Comme je dis, ça a été doux et amer parce qu'en fin de compte, quand il y a eu ça, finalement, après, ces personnes-là sont reparties à leur activité et cette personne-là était toujours adulée, au fait, tu vois. Elle a toujours le beau rôle, les personnes ne voient ce qu'elle a fait de mal, c'est ça que tu veux dire? Voilà. C'est ça qui est fou. Mais c'est quelque chose que je trouve vraiment écœurant, en fait. Parce qu'en fait, tu vois, toi-même, tu es la victime. C'est toi qui en paye les conséquences, tu vois. C'est ça, voilà. Lui-même, c'est pas lui qui porte ni le poids de la honte, ni de la culpabilité. C'est ça. Et surtout, pour nous, les femmes, ça impacte... parce que moi, je suis dans la gynécologie naturelle. Oui. Voilà, parce que j'ai eu l'endométriose, les fibromes, tout ça. Exactement. Mon corps s'est exprimé, c'est ça? Mon corps s'est exprimé. J'ai eu des règles très, très douloureuses. Mais après, j'ai eu l'endométriose, fibrome. Et après, j'ai fait même un parcours de PMA et tout. Le fait de ne pas pouvoir t'exprimer et de taire ta voix, ton corps s'est exprimé aussi? Mon corps s'est exprimé et tout. Et quand j'ai compris c'est ça que, au fait, aujourd'hui, que ma mission d'âme aussi, par rapport à ça, que ce soit au niveau de mes plantes ou mon accompagnement, de pouvoir lier ça, parce que souvent, surtout nous, dans notre communauté, comme il y a tellement de choses taboues. C'est vrai. Et il y a des maladies qui se révèlent, mais au fait, c'est parce qu'on ne libère pas la parole.
Et tout à fait. Moi, le jour où quand j'ai commencé à libérer ma parole, bon, mon histoire, il y avait 20 ans de silence après le viol. Moi, j'avais 15 ans quand c'est arrivé. J'ai libéré ma parole 20-21 ans après les faits. Ben, ça s'est arrêté, les symptômes gynéco. Mais avant, mon corps s'exprimait parce que vu que je ne l'exprimais pas en mots par ma parole, moi, j'étais dans le déni ou la minimisation et puis je ne voulais même pas que ça existe, cette histoire. Bien sûr, oui. Ben, à un moment, ça sort d'une autre façon. Si ça ne sort pas par la parole, par les mots, ton corps, il va le parler à sa façon. Voilà, exactement. Donc toi-même, tu as vécu ça. Bah oui, en plus, après, avec comme nous, c'est notre expertise et tout, et moi aussi, surtout au niveau féminin. Et du coup, on sait que où on a reçu l'agression, en fait, souvent, on a des symptômes qui créent. Oui, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube et c'est ça qui s'appelle la mémoire du corps. Le corps s'exprime par là où il a souffert. Exactement. Donc, je disais à un moment, tu vois, moi, c'est au niveau gynécologique, les traumas sexuels. Voilà. Moi, j'avais pas des symptômes au niveau du genou, du coude ou du pied. Voilà. C'est tout au niveau du périnée. Des infections à outrance. L'endométriose, fibrome, j'ai développé même depuis très très jeune la colopathie. Aujourd'hui, on appelle ça le côlon irritable. Mais avant, à l'époque, on ne savait pas. Mais en fait, après, par la suite, j'ai pu comprendre aussi. Tout ça, et ça fait que j'avais des périodes où je me nourrissais pas du tout. En fait, moi, c'est au-delà du côlon irritable. C'était simplement mes émotions qui ne se libéraient pas. Bah oui, ces émotions bloquées, là, qui créaient des symptômes. Et ça fait que des fois, je ne voulais plus me nourrir, en fait. Oui, parce que c'est des trucs qui n'étaient pas digérés. Voilà, exactement. Je veux dire, ce que ça signifie. Les trucs que tu portes et que tu n'as pas digéré. Franchement, c'est difficile pour les personnes qui ont... C'est pour ça, c'est vraiment... En tout cas, merci beaucoup, Ania, de m'avoir invitée. Parce que c'est pour pouvoir propager aussi... Mais ça, c'est hyper important. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent encore. Oui, c'est pour ça que c'est important pour moi que tu puisses partager ton histoire. Parce que j'ai la mienne, mais j'aimerais montrer d'autres parcours de résilience. En réalité, il y en a autant que de personnes sur Terre. Voilà. Mais tu vois, la souffrance est universelle. Et la façon dont ça t'exprime, quand on t'ait des mots, des paroles ou des histoires qu'on enfouit et des émotions, en fait, que tu ne libères pas, à un moment, ton corps, il va s'exprimer. Exactement. Par des mots divers, MAUX, parce que les mots MOTS, on ne peut pas les dire. En plus, ça peut aller hyper loin parce que même dans notre communauté, souvent, il y a beaucoup des fois de problèmes de fertilité parce que il y a tout ça au fait qui se passe. C'est-à-dire que comme j'avais des problèmes gynécologiques, j'avais pas d'infertilité, mais quelque part indirectement, j'avais un problème avec de conception aussi, tu vois. Et oui, c'est pour ça que tu expliquais ton parcours de PMA. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que ça en est, ta santé fait que tu as libéré ta parole? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Complètement. Moi, endométriose, je n'ai plus du tout. C'est vrai? Ah oui. Un truc de fou. Mais en fait, je suis même pas étonnée. Fibrome, j'ai plus du tout. On va dire en plus. Les fibromes sont partis aussi. Oui, parce que c'est un cocktail. Parce qu'en fait, moi, je dis toujours un cocktail parce que c'est avec les plantes que j'ai mis en place que j'ai découvert. C'est-à-dire, c'est vraiment un brassage de ça. C'est-à-dire les produits naturels plus la libération en tant qu'au niveau thérapeutique et tout ça. Oui. Parce que c'est ce qui m'a aidé. C'est un cocktail qui m'a aidé aujourd'hui. En fait. Bah oui, c'est toi-même, tu cherchais les clés pour te libérer toi et guérir. Et que tout comme moi, on cherchait les clés. Et quand on les trouve, on va le partager. On va le partager et tout, c'est ça. Et vraiment, c'est tout ça. Hein. Et c'est vraiment, on dit que tout ce qui nous arrive comme ça, comme l'inceste, les viols ou les abus même psychologiques, ça a tellement un impact sur nous, mais dans nos communautés, ils minimisent ça, au fait. Oui. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est plus facile de se voiler la face. Et c'est vrai que les mentalités, surtout dans des communautés, tu vois, africaines, asiatiques, etc. Je dis souvent, c'est même plus facile de changer des lois que de changer des traditions ou des mentalités ou la culture, tu vois, c'est fortement créé depuis des millénaires et des millénaires, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vous fais la petite histoire et tout, comme ça, vous voyez vraiment ce côté-là du poids de la famille, que c'est-à-dire même si, moi dans mon cas, ma mère, je pense, je vois, mais aujourd'hui, je lui en veux pas. Mais les relations sont un peu améliorées? Oui, se sont améliorées, mais bon, après, c'est toujours quand même distant. Mais je ne lui en veux pas dans le sens que il y a une balance. Il y a toi qui es toute seule avec toute cette histoire-là. Il y a si je dois perdre toute ma famille et tout. Et du coup, le choix a été fait pour elle. Ils font le poids et sur la balance, on va dire la famille entière, la communauté, ça pèse plus que toi, une seule personne. Enfin, c'est malheureux à dire. Hein. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, après, je suis en paix avec ça parce qu'en fait, c'est ce qui m'a aidé aussi dans ma résilience à pouvoir surmonter ça. Parce que moi, pendant longtemps, ce rejet, l'abandon de ma famille, ça a impacté aussi sur mes relations amoureuses, sur ma vie des fois au quotidien, vu que je pouvais passer de montagnes russes, de la joie. Voilà, j'avais des périodes où je faisais des dépressions, des choses comme ça. Mais bon, voilà. Mais comment tu as fait, toi, pour libérer toutes ces émotions quand tu te sentais vraiment très down, en dépression, ou la colère que tu avais?
Qu'est-ce qui t'a aidé en fait à transformer tout ça? Bah moi, ce qui m'a aidé à transformer, comme je dis, c'est toujours un cocktail. C'est avec déjà ma foi. Après, j'ai commencé à faire le journalisme. Je le fais depuis des années en fait. D'écrire un peu tous les jours. J'écris tous les jours. Je fais de la libération au niveau. Mais ça, travail intérieur. Voilà, sans que je connaissais, je fais ça depuis longtemps. J'écris des histoires depuis longtemps. Mais en fait, fait ta propre thérapie. Voilà, j'ai fait ça. Mais après, par la suite, je suis allée voir des sophrologues. Thérapeute aussi. D'ailleurs, ça t'a aidé d'avoir des personnes qui t'accompagnent? Qui m'accompagnent et tout. Et après, on va dire c'est un cocktail de tout ça qui m'a aidé. Et c'est pour ça aujourd'hui, même moi, je suis sophrologue, je suis aussi tout ce qui est libération cellulaire et tout ça. Parce que en fait, toutes les personnes qui m'ont aidé, aujourd'hui, j'ai voulu me former sur tout ça pour pouvoir justement aider les autres. En fait. Ça m'étonne pas, parce qu'en fait, le chemin, tu vois, comme quand on a marché, on a expérimenté des choses vraiment pas cool, tu vois, comme des millions de personnes, hommes et femmes, violences sexuelles malheureusement. Mais on cherche un chemin pour soi, pour se guérir. Et pour moi, j'estime qu'il n'y a que comme ça qu'on peut aider d'autres. C'est d'abord en s'aidant soi-même et en faisant le parcours de transmutation. Exactement. Donc, on cherchait notre recette pour nous. Voilà. Et puis, on a parfois galéré à trouver. On transmute tout en lumière. Voilà. Aujourd'hui, nous, on transmute tout en lumière. En tout cas, moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, là, on fait le... Voilà, merci en tout cas encore de m'avoir invité. Mais c'est bien parce que c'est un message pour dire aussi aux personnes, voilà, vous voyez Ania, vous me voyez... On a passé des choses, des moments très très difficiles dans nos périodes de nos vies, mais on a transmuté ça en lumière, quoi, en fait. Voilà, et c'est vrai que parfois, s'il y a des personnes, tu vois, qui sont encore sur ces chemins un peu sombres et que c'est vraiment difficile, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Est-ce que tu es d'accord, Esther? Mais parfois, on le voit pas, on le voit pas du tout. Hein, tout le monde est méchant, tout le monde fait. Comme je vous ai dit, dans ma colère, en fait, c'était une colère pas contrôlée, en fait, dans le sens que. Je laissais peu d'espace aux personnes qui rentrent dans ma vie parce que je suis quelqu'un de solaire, c'est-à-dire j'agroupe beaucoup de personnes, mais peu de personnes rentraient dans mon cœur. Parce que c'est une protection que tu mettais en place aussi. Voilà. Parce que quand on a été soi-même abusé ou manipulé, etc., c'est normal de vouloir se protéger parce que c'est dur de refaire confiance. Exactement. Et quand tu dis souvent, il y a un mot qui revient, tu me dis la foi m'a aidé. Est-ce que pour toi la foi c'est croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi ou c'est quoi que tu appelles la foi exactement? Moi en fait c'est Dieu Dieu parce que moi je suis confession chrétienne protestante, mais pour moi je crois à quelque chose de plus supérieur à nous, qui peut nous aider en tout cas moi c'est ce qui m'a aidé, c'est-à-dire pour ça que je dis toujours c'est pas simplement une seule chose dans mon parcours de résilience, c'est un cocktail, c'est-à-dire c'est-à-dire la force supérieure qui était là pour moi, parce que vu que, comme je vous ai dit, je tenais un journal, ce journal-là, je parlais, vu que j'avais plus ma famille directement, je considérais Dieu comme mon père, ma famille, et du coup, je lui écrivais des lettres. Donc, c'est un moyen de communication. Voilà, exactement. Ok. C'est-à-dire que j'ai, même encore aujourd'hui, tu restes connecté d'une certaine façon à quelque chose, c'est pas ta famille. Tu as dû t'accrocher à quelque chose qui est plus grand que toi. L'univers était là pour moi pendant tout ce temps-là parce qu'il m'a toujours donné des belles choses. Tu avais une famille en réalité. C'est ça. Même si tu n'as plus le soutien concret de ta famille, on va dire. Mais tu as le soutien de la vie en fait. En réalité, c'est ça. Mais non, c'est beau. Et franchement, ça m'a vraiment. En tout cas, moi, depuis toujours, j'ai été comme ça et tout. Et encore plus quand j'étais dans ce parcours-là. Et même encore aujourd'hui, c'est ce qui m'aide. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les trucs journalisme, scripting et tout, et je le faisais déjà, j'écrivais. Voilà. Tu trouvais toi-même déjà tes clés de résilience et de guérison. Et après, comme je dis, merci aussi aux personnes, des spécialistes aussi pour nous aider. Tu es d'accord que chaque personne qu'on rencontre sur notre chemin nous apporte quelque chose? Exactement, Qu'il n'y a jamais de hasard. Il n'y a pas de hasard. Même notre rencontre, elle n'est pas du hasard. Non, mais c'est pas hasard. Même là, tu vois l'épisode qu'on fait, c'est pas du hasard. Voilà. Mais est-ce que je peux poser une question? Qu'est-ce que tu as appris, Esther, sur ton chemin que tu ne savais pas avant? Qu'est-ce que ça, tu vois, ton parcours de résilience avec tout ce que tu as traversé, mais qu'est-ce que tu as appris de toi? C'est quoi les leçons de vie en fait? Ma leçon de vie, mais comment ça s'appelle, que tout ce qu'on a vécu, c'est qu'on a la capacité d'écrire notre propre histoire. C'est pas nous c'est-à-dire nous-mêmes, on peut pouvoir se réinventer déjà d'une. Et que tout ce qu'on traverse, que ce soit maladie, que ce soit même les souffrances, les abus, on peut tout transmuter en lumière en fait. Et que, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit le poids des souffrances qu'on a du rejet, de l'abandon, tout ça, on peut transmuter en lumière en fait.
Ouais, c'est tellement juste. Non, c'est vrai. Il n'y a rien qui ne peut pas être transmuté. Puis la vie, de toute façon, c'est une évolution constante. Il n'y a rien qui est figé. Exactement. C'est vrai. Il y a aussi quelque chose aussi qui, dans mon parcours, tu ne pourras pas, en tout cas ce que j'ai pu retenir aussi, tu ne peux pas changer la perception et la mentalité des gens. C'est-à-dire qu'au fait compte, dans le sens que toi, tu es en train d'évoluer. Exactement. Même si toi, tu as pardonné ou autre, ou même tu es dans un processus de guérison, les autres personnes peuvent toujours te rejeter, au fait. Ils sont pas ils ont pas la responsabilité de ton bonheur ou de pouvoir guérir. C'est vrai. Parce que les gens, ils restent figés, eux, dans leur... Et ça, on n'y peut rien. On peut on peut pas obliger les gens à changer. Voilà, c'est ça. Parce que déjà, tu vois, la force que ça demande, et puis le courage, et puis l'énergie pour se changer soi-même. C'est ça. Et donc, on n'a pas ce pouvoir-là. En fait. Et quand j'ai compris ça, que peut-être je cherchais l'amour de peut-être des gens de ma famille ou des gens proches et tout. Mais d'ailleurs, c'est quand on a fait aussi quand on a fait l'accompagnement ensemble, quand justement, quand tu m'avais dit oui, l'amour vient de plusieurs chemins, cette phrase-là, elle est vraiment... oui, je t'ai dit, Esther, l'amour arrive à toi par tous les chemins. Je t'ai dit ça. Exactement. L'amour arrive et vraiment, c'était vraiment puissant parce que vu que quand c'est vu, j'étais dans mon réveil traumatique, ça fait que c'est comme si j'avais rétrogradé au fait au niveau émotionnel aussi. Quand j'ai fait mon réveil traumatique. Mais en réalité, c'est pas vraiment rétrogradé parce que tu avais besoin de retourner là pour transmuter tout ça. Voilà, exactement. Mais c'est vrai, je me rappelle que je t'ai dit ça avec l'amour arrivé à toi. Et c'est vrai que quand je repense, ce que je suis en train de te dire par rapport, on ne peut pas changer les personnes de ce qu'ils pensent de toi ou même d'être un support de ta guérison parce que eux, ils sont dans leur histoire en fait. Et en fait, ils en sont exactement là où ils doivent être, c'est leur niveau de conscience à eux, et que tu peux pas accélérer leur processus, et peut-être qu'à un moment ils changeront, ou peut-être pas, mais peut-être jamais. Le gros du travail, c'est un travail d'acceptation que les gens, tu n'as pas de pouvoir de les changer, et que même si tu les changes pas, toi, ça t'empêche pas d'avancer et de te transformer. Exactement. Ça, t'es d'accord avec ça? Ah ouais, mais ça, moi, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai cherché à changer les gens aussi, t'inquiète, j'ai fait la même erreur, j'ai essayé de changer. Ah oui, l'acceptation, c'était, comme je dis, c'est un cadeau. Quand tu as le lâcher-prise et l'acceptation que... toi, tu es en train d'évoluer, tu es en train de guérir, mais les personnes, eux, ils écrivent. Toi, tu écris ta nouvelle histoire, mais les personnes, ils peuvent rester dans une histoire depuis 1990, en fait. Voilà. Oui, ils sont peut-être figés où ils en sont. C'est une ancienne mentalité. Tu aimerais qu'ils évoluent, parce que même les lois, entre-temps, ils ont évolué. Hein. C'est ce que je dis. Mais quand tu es en l'acceptation, pour moi, c'est être en paix, être en paix avec les gens, que les gens puissent ne pas changer, qu'ils restent comme ça. Si tu acceptes que tu dis, même s'ils sont comme ça, je suis en paix avec ça parce que j'ai pas de pouvoir ou j'ai pas de contrôle sur ça. Vraiment, le pouvoir de l'acceptation, franchement, moi, je le considère comme un pouvoir. Parce que c'est un super pouvoir. Tu te dis, c'est OK. T'es OK qu'ils ne changeront jamais. Voilà. Mais aussi, tu sais, ce que j'ai constaté aussi, souvent, ou parfois dans mon parcours, quand tu lâches prise sur la volonté de changer l'autre, tu acceptes que c'est ainsi et que tu peux rien y faire, ça crée un espace pour la magie s'engouffre. Voilà, des fois où moi j'ai accepté, où j'ai lâché prise, j'ai dit ok, tu t'abandonnes en fait à ça. Exactement. Il y a des choses qui se transforment parce que toi-même, tu es dans cette acceptation-là. Voilà, l'acceptation et tu es dans l'évolution et surtout, tu es prêt à accueillir le bonheur, tu es prêt à t'ouvrir aussi aux personnes. Parce qu'en fait, quand tu es dans des parcours comme le nôtre, si tu fais pas attention, vu que tu es dans une coquille de protection à outrance, cette vibration et énergie que tu émanes de toi empêche indirectement des personnes à venir à toi, au fait. Et ça se trouve, peut-être, ton super contrat, il était quelque part, mais comme tu étais en train de te protéger. Énergétiquement, ça bloque. Voilà, c'est ça. Ça bloque. Et surtout, en fait, comme tu as peur d'être rejeté, tu as cette blessure de rejet, d'abandon. Du coup, tu veux contrôler tout le monde, en fait. Tu veux contrôler tout le monde. Et souvent, tu vois, quand tu as cette peur du rejet, moi-même, j'ai aussi cette blessure-là, de rejet, d'abandon, d'humiliation, toutes les blessures. Quand tu as cette peur-là et tu as peur d'être rejeté, il arrive quelque chose aussi, c'est qu'au lieu d'être rejeté soi-même, c'est plus facile de rejeter. Voilà, c'est ça. L'autre, Non, franchement, et c'est vraiment ça.
Et voilà, en tout cas, moi, comme je dis, c'est vraiment de mon cocktail. Et aujourd'hui, en fait, comme je dis toujours, les personnes que j'accompagne, tu es ma source de guérison et je suis ta source de guérison, parce que dans le sens que, en fait, quand j'accompagne les personnes ou quand je trouve une solution, même pour quelqu'un qui a un problème de fertilité ou des problèmes gynécologiques, ou que ce soit règles douloureuses ou même plus, comme moi. C'est tout ce que tu as vécu toi-même, en fait. Ou quand quelqu'un qui vient juste à mon atelier juste pour prendre du bon temps. En fait, ça me rend tellement heureuse et c'est là que je vois que j'ai trouvé ma voie et c'est extraordinaire et surtout de dire aux personnes, ton passé n'est pas ton avenir et que ton histoire tu peux le réécrire. Oui, et tout à fait. Voilà, faut prendre courage, tu peux quoi en fait. Oui, et moi j'ai mis, tu vois, du temps à réaliser ça, mais il y a eu un avant et un après quand j'ai compris que ce qui t'est arrivé, ça ne te définit pas, c'est pas ton identité et ça conditionne pas ton avenir. Parce que ton avenir, c'est toi qui l'écris, c'est toi qui choisis. C'est pas parce que tu as vécu quelque chose de terrible que tu restes victime toute ta vie. Exactement. Mais on peut vraiment créer sa vie et on le mérite et chacun nous mérite en fait. On le mérite d'avoir, comme je dis, de kiffer sa vie, d'enjoy sa vie. Et voilà, on le mérite. Le bonheur est pour nous, quoi. Oui. Et pour les personnes, tu vois, Esther, qui se reconnaîtraient dans ton parcours, qui passe par là, et tu vois la difficulté de se libérer d'un fardeau familial, etc. Est-ce que tu as des choses à leur dire ou des conseils que tu aurais aimé entendre toi-même dans ton parcours? Alors moi, le conseil que je peux donner numéro 1, écouter son intuition et se sentir quand tu es... C'est-à-dire ne pas se dire il y aura un moment où je vais avoir le déclic pour parler. Parce que plus tu vas garder la parole, plus tu es en train de, quelque part, intoxifier ton corps et surtout tu es en train de, indirectement, garder des maladies en toi ou peut-être des maladies qui vont se développer par la suite et surtout qu'il y a toujours des solutions et surtout à l'ère où on est aujourd'hui, tu as tellement de personnes que tu peux parler, mais voilà. Et aussi le conseil que je donnerais, parler avec des personnes qu'on est aligné avec. Oui. Voilà, parce que comme je dis, ces parcours-là, il y a beaucoup on peut parler à beaucoup d'endroits, tout ça, mais le conseil c'est vraiment, tu n'es pas seul et décide de pouvoir parler, parce que fais pas comme nous on a attendu, je sais même pas combien d'années, quelques décennies en fait. Quelques décennies. Voilà. On a attendu des décennies avant d'en parler et que si tu m'entends, viens nous voir. Voilà. Si tu te reconnais, que ce soit dans notre histoire ou même tu vois qu'aussi peut-être tu as des problèmes aussi au niveau gynécologique. Oui, des choses récurrentes et que il y a peut-être que ton corps te dit quelque chose. Voilà, en fait. exactement. En tout cas, vraiment, ce serait ça, en fait. Parce que moi, le conseil que je me donne à moi-même, pourquoi tu es restée silencieuse aussi longtemps? Car tu t'es empoisonnée, en fait. Du coup, moi, si tu m'entends, ne t'empoisonne pas. Viens, on va venir. Il y a des personnes pour toi et pour que tu puisses libérer la parole. Oui. Et je dirais que c'est vrai que parfois, dans des communautés, c'est difficile parce que la famille n'est pas prête à entendre ou ne veut pas entendre ou ne croit pas, etc. C'est ça. Parfois, il faut trouver des espaces qui soient en dehors de la communauté, si voilà, il n'y a pas une écoute bienveillante. Par exemple, moi je sais que, tu vois, moi j'ai eu des groupes de parole depuis plus de 7 ans, c'est des espaces de libération et de guérison collective, mais c'est extraordinaire ce qui se passe parce qu'on est au sein d'un groupe, une famille de cœur, où des gens sont là et peuvent comprendre en fait ces difficultés. Ouais. Donc il y a toujours un moyen de chercher une écoute bienveillante si malheureusement on l'a pas au sein de sa propre famille ou amis, etc. Il y a d'autres espaces pour. Il y a d'autres espaces, ouais. Mais il faut parfois sortir de son cadre et aller chercher ailleurs. Mais ça m'a empêché moi-même de parler parce que j'ai cru, comme tu disais à un moment, le fait de se sentir seul au monde ou personne ne nous comprendre, mais c'est qu'une perception erronée. Exactement. Et on s'enferme dedans. Et aussi te dire si aujourd'hui tu veux, parce que souvent on a la pulsion de pouvoir dire à quelqu'un et souvent la personne ne va pas avoir la réaction qu'on souhaite. Ouais. Du coup, des fois c'est préférable, même je vous conseille et tout, d'aller voir quand même par exemple un espace comme Ania elle anime ou moi je fais aussi des ateliers ou d'autres personnes, mais de voir d'abord à l'extérieur parce que souvent ça se trouve tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas prêt. Oui, et puis il y a des gens, c'est pas qu'ils ne croient pas, mais ils ne savent pas comment recevoir cette parole parce que ça demande quand même des capacités, des qualités. Et souvent j'ai remarqué aussi, il y a des gens, ils ne peuvent pas le recevoir parce que pour eux, ils n'en sont pas encore là, c'est pas entendable. C'est ça. Et pour eux, rester, on va dire, dans le déni, la minimisation, c'est une forme de protection parce que c'est chacun, je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi je dirais qu'on a notre chemin de résilience à faire en tant que
anciennes victimes, Bien sûr. mais les proches aussi, ils ont eux-mêmes leur chemin de résilience et de guérison. Et leur chemin n'est pas minime, oui, il y a quand même du chemin. Ah mais complètement, moi je vois, parce que c'est pour ça que j'ai dit, moi ma mère je n'en veux pas parce que j'ai rediscuté avec elle et j'ai vu au fait, aujourd'hui même au niveau où je suis, j'ai vu au fait compte qu'elle faisait, c'est pas, j'ai vu qu'au fait compte c'était au-delà d'elle au fait. Oui, voilà, c'est-à-dire de s'extriper d'un noyau familial et voilà, c'est-à-dire c'est vrai que ça m'a pas fait plaisir ce qu'elle m'a dit, certes. Mais voilà, je ne peux pas la forcer non plus. Hein. Tu peux pas. Et puis elle-même, elle porte aussi, tu vois, dans sa culture, l'éducation qu'elle a eue, c'est des conditionnements, voilà. C'est des dictates et on ne peut pas, il ne faut pas. Et puis elle suit les règles, on va dire, elle rentre dans le moule et c'est… Parce que… Ouais. Et du coup, voilà, il faut vraiment être… faut pas hésiter à aller voir des personnes. Parce que des fois, on peut ne pas être prêt encore à aller voir, par exemple, des thérapeutes ou des coachs peut-être comme nous. Mais nous, on fait aussi des ateliers. Voilà, peut-être des groupes de parole d'abord. Voilà, ça dépend de la personne. Il faut tester et voir qu'est-ce qui marche pour nous. Il faut faire parfois, comme tu dis, sa propre recette de cuisine. Voilà, moi, c'est pour ça que je dis toujours, ma guérison, c'est un cocktail. Voilà. Il n'y a pas une chose, c'est ça. Il n'y a pas qu'une maison de plusieurs… action de ma part déjà parce que c'est une décision de vouloir guérir. Et moi je dis toujours la résilience c'est un choix et la guérison c'est un choix. Voilà, tu es d'accord aussi parce qu'on ne guérit pas si on ne veut pas guérir. Exactement, parce qu'il y a des personnes qui veulent rester victimes. Hein. Et c'est ok parce qu'elles en sont à cette étape. C'est ça. Et à un moment, tu as une prise de conscience où et parfois c'est j'en ai marre de ça donc tu as envie de changer la situation. Il est toujours possible, il n'est jamais trop tard en fait. Il n'est jamais trop tard, on peut toujours changer si on… Pour pouvoir changer et surtout il y a des solutions et il ne faut pas rester avec la souffrance. Comme je dis, les souffrances silencieuses font tellement de mal, il faut parler, libérer la parole. Super, merci, c'est hyper riche ce que tu dis. Merci beaucoup Esther, c'est toi qui auras le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot pour les personnes? Alors, mon mot viendra à toi. En tout cas, gratitude pour l'opportunité que tu m'as donnée de partager mon histoire sur ta chaîne. Hein. Avec plaisir, je suis heureuse. Et comme on dit depuis le début, notre rencontre n'est pas un hasard. En tout cas, je veux te dire simplement gratitude. Et tous ceux qui nous écoutent aussi, n'hésitez pas, Annie, elle est là. Voilà, là aussi, si vous regardez sur sa chaîne, moi j'ai ma chaîne aussi YouTube. Mais, ah oui, tu as ta chaîne aussi, ok. Oui, voilà. Voilà, donc il y a 2 chaînes à regarder. Voilà, 2 chaînes à regarder et tout. Mais bon, voilà, comme je dis, en tout cas, moi, ça viendrait vraiment le gratitude et vraiment continue ce que tu fais et tout, parce que ça aide énormément les personnes. Et ça fait plaisir. Comme je dis, moi, franchement, ce que je dis toujours, le témoignage, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est vrai parce que. En fait, dans ton témoignage, tu vois, j'ai pas vécu la même chose, c'est pas la même histoire, mais je peux me retrouver aussi. Et c'est pour ça que j'adore aussi animer les groupes parce que ça fait toujours miroir, on se retrouve toujours à un moment de notre parcours dans le parcours de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et que, tu vois, moi je trouve que ça fait du sens aujourd'hui et peut-être que toi, ça fait du sens aussi par rapport à ton histoire, de dire, ce que j'ai traversé aujourd'hui, je peux accompagner des personnes pour traverser un chemin que j'ai moi-même marché. Exactement. Donc, et tout. Et vraiment, comme je dis, c'est comme la démarche que tu as fait, de plus en plus les personnes devraient faire aussi ça. Parce que même si, un exemple, on a nos chaînes et tout ça, mais c'est bien d'interviewer, faire les témoignages, parce que ça porte encore plus au niveau des personnes et tout ça touche encore plus au fait. Parce que pourquoi tu vois, j'ai repris ces projets témoignages, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que moi, tu vois, j'aurais adoré voir dans les médias, je sais pas, la télé, la télé je regarde plus maintenant, mais les radios, etc., des témoignages comme ça qui m'inspirent. Mais souvent, quand des témoignages de victimes, tu en as beaucoup, depuis MeToo et tout, tu en as plein, mais les gens partagent juste le trauma, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Voilà. Mais on ne sait pas l'après, comment concrètement tu fais pour avancer. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'aurait aidé, c'est de savoir c'est quoi les clés, qu'est-ce qui t'a aidé, ou quels conseils tu peux donner, etc. Et pour montrer la diversité des parcours. Et ok, d'arriver à un truc pas cool, mais ça, c'est juste le point de départ. En fait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est un point de départ et je vais vous montrer la suite du voyage et ce qu'on ne montre pas. C'est ça. On ne montre pas en tout cas, le chemin de résilience, on montre juste le trauma. Et ça, c'est dommage. Et je trouve que les gens, ils se concentrent trop sur le trauma et tout. Et c'est bien vraiment de faire… ça va, nous, c'est pour ça qu'on s'est connectés aussi. On a le même désir aussi de pouvoir montrer notre côté au niveau de la résilience. Mais en tout cas, moi, franchement, je trouve ça top. Parce que au-delà de qu'on fasse nous-mêmes le témoignage, d'interviewer d'autres personnes, leur parcours, je trouve que c'est fort. C'est fort déjà en émotion et c'est fort aussi pour les personnes qui vont nous écouter parce qu'ils voient c'est possible. C'est exactement ce que je dis souvent à la fin des témoignages, des interviews comme ça. C'est possible pour moi, c'est possible pour Esther, c'est possible pour toutes les personnes que
que je vous montre comme parcours inspirant, c'est que c'est possible pour chacun de vous. Exactement. Vraiment, c'est possible. C'est possible. D'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle identité, de nouvelles émotions, voilà, de nouvelles vies. Voilà. Et comme tu le dis très bien, bah, c'est une décision. Voilà. Et cette décision, ça part d'un choix. Voilà, un choix voilà, qu'on pose, et qui est un choix différent de celui d'hier, mais il n'est jamais trop tard pour poser un nouveau choix. Et c'est là que tout s'ouvre après. Exactement. En tout cas, gratitude. Encore. Merci à toi Esther d'être venue pour partager ton histoire. Je suis immensément touchée. Merci à tous et à toutes. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour la suite des aventures, pour d'autres merveilleux parcours d'inspiration, d'autres vidéos aussi pour vous accompagner dans votre parcours. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir.